Les programmes que nous faisons aujourd'hui et durant tout le mois de mars autour de Agnès Varda sont montés à l'occasion de l'exposition qu'elle fait au musée d'Ixelles, qui est à 2 pas d'ici. L'exposition s'appelle Patate et compagnie, ou Patate Utopia. Évidemment, la patate est un élément insolite mais récurrent dans l'univers d'Agnès Varda. Nous avions consacré 2 autres cycles précédemment à son œuvre ici au Studio 5. À l'occasion d'une autre exposition, on avait montré des films qui étaient en rapport avec les plages, avec le littoral, les stations balnéaires. Et un autre cycle consacré au féminin, aux figures féminines dans l'univers cinématographique d'Agnès Varda. Et au mois de mars, donc, nous allons montrer des films autour des couples et des sentiments et de l'amour moderne vu selon son regard personnel et particulier. Je vous souhaite une excellente projection. À tout à l'heure. C'est d'abord le hasard, comme souvent. J'avais un rendez-vous place Edgar Quinet dans un café. Et c'était vers 2h de l'après-midi, 1h30, 2h. Et juste devant moi, je voyais un marché, la fin d'un marché. C'est des gens qui viennent le mercredi et le samedi. C'est pas vraiment des marchés paysans, mais c'est des gens qui viennent, qui installent leurs trucs. Vous avez ça ici aussi, des marchés qui sont certains jours, non? Oui. Alors, c'était la fin du marché. Et de ma place que j'étais au café, comme ça, j'ai vu arriver des gens avec des sacs en plastique, des petits paniers, et qui commençaient à se baisser, à ramasser. Et c'était le moment où ceux qui ont apporté des légumes et des choses sont en train de les remettre dans le camion. Et on voit clairement que quand il y a des trucs qui restent à moitié, s'il reste 2 kilos d'haricots verts, ils ne vont pas les ramasser. Et les gens ramassaient. Et je me suis approchée, j'ai regardé, il y a par exemple des boîtes d'œufs, 12 œufs, et puis il en manque 2. Alors les marchands, ça les énerve parce qu'après il faut rétablir. Et bon. Donc ils laissent des boîtes à moitié remplies. Et j'ai vu les gens faire leur marché comme ça. Et j'ai repensé à ce terme glanage, justement, qui avait un peu disparu de la conversation, des conversations. Et d'ailleurs, je monte dans le dictionnaire au début du film. Et évidemment, on pense, parce qu'on le connaît, c'est vrai que c'est un tableau très très connu, les glaneurs de Millet, et c'est comme l'Angélus. Les glaneuses et l'Angélus, c'est peut-être la peinture française qui a été le plus connue. Et au 19e siècle, au début du 20e siècle, il y avait des reproductions de ces 2 peintures-là dans toutes les cuisines et à la campagne, dans les fermes. Je ne sais pas comment cette image s'est répandue tellement. J'ai fait évidemment une petite étude, une petite enquête avant de filmer. Et qu'est-ce qu'on glane encore là? Le blé, c'est pas la peine, ils ont des machines tellement sophistiquées. Maintenant, ils glanent, ils font des meules, ils crèvent les trucs, ils font presque le pain, tellement ils font tout avec une machine. Donc, du blé, il n'y en a plus, mais il reste du maïs, il reste des fruits, il reste des patates. Et c'est comme ça que peu à peu, en allant voir les cultivateurs de patates, bon alors là c'est dans le film, vous l'avez vu, ils expliquent clairement, et ça m'a beaucoup frappé parce que 2 choses m'ont frappé. Le 2e jour où on accompagnait les camions qui rejettent les trop gros, les trop petites, les hors format, ce 2e jour-là, ce type qui ramassait, qui me tombe, ça c'est les moches, j'ai trouvé ces patates en forme de cœur. Et c'était intéressant parce que j'étais en train de commencer un film et tout d'un coup il y avait quelque chose par hasard qui me disait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'il fallait en même temps s'occuper de ce légume le plus modeste, le plus normal si j'ose dire, et est-ce qu'il y avait quelque chose d'affectif, est-ce qu'il y avait quelque chose où on pouvait parler d'humanité, de bonté, de sympathie. Et donc évidemment j'ai fait systématiquement qu'est-ce qu'on pouvait glaner à part les patates, les pommes, les huîtres, les fruits. Et puis, justement, pour revenir à ces patates, il s'est trouvé que, à cause de cette forme de cœur, j'en ai gardé chez moi, je les ai photographiées, je les ai filmées, je le dis dans le film.
Et c'est devenu ce que vous pouvez voir alors au musée d'Ixelles, un grand triptyque qui s'appelle Patate Utopia, où j'ai rassemblé les images filmées. Des patates en forme de cœur qui respirent, et de tout ce qui a poussé chez moi quand j'ai gardé ces patates. Des germes, des radicelles, toutes sortes de choses. Et dans le vieillissement des patates, elles se ratatinent, elles sont foutues, mais elles ont quand même de la vie qui sort. Donc, il y a un enchaînement des choses que je fais au cinéma et des choses que je fais maintenant dans des expositions qui sort de ce film. Mais, pour revenir au film, c'est ça que vous avez vu. C'est sûr que ce qui m'a frappé, moi, c'est que les gens qui glanent, ils ont du bon sens. Et c'est pas une histoire misérabiliste. Par exemple, j'avais été frappée quand dans la rue, on voit des gens qui fouillent dans les poubelles. Les gens passent et se détournent parce qu'ils pensent qu'ils vont leur faire honte de les regarder. Et mon attitude était à l'envers. Dès qu'il y avait quelqu'un qui allait dans une poubelle, je m'approchais et je disais, mais vous avez drôlement raison, car il y a vraiment beaucoup de choses là-dedans. Et il me disait, mais voyez, regardez ce qu'on trouve. Et on le voit dans le film, il trouve des paquets de pommes, toutes sortes de choses, des choses qui sont à peine périmées ou pas périmées. Et donc, d'écouter ce qu'il disait me semblait intéressant, de ne pas rentrer du côté « Ah, les pauvres gens qui n'ont que ça à manger ». C'est vrai qu'ils mangent ce que nous jetons, mais c'est plutôt qu'est-ce qu'ils disent de la société. Vous avez pu voir qu'ils ont des opinions, ils ont quelque chose à dire, et ils le disent assez clairement, dans les difficultés où ils sont. Ils se plaignent à juste titre de qu'est-ce qui ne va pas. Et ça m'a intéressé de... Vous savez, souvent dans les films, les paysans parlent paysans, les avocats parlent avocats, les pauvres se plaignent. Et là, je me suis dit, on ne va pas faire des glaneurs qui se plaignent de leur situation, mais est-ce qu'ils ont à dire quelque chose sur le glanage, sur la surconsommation, sur le déchet, tout ça? Et ça m'a semblé intéressant. Et vous avez vu, je crois que c'est vraiment intéressant ce qu'ils disent, et on peut en tirer une réflexion soi-même, non? Il y a une partie de l'exposition qui est où vous exposez des objets que vous avez conservés depuis très longtemps et entre autres des objets qui vous touchaient quand vous étiez à Ixelles. Alors, si on passe à l'exposition, je dois dire en passant que je suis née à Ixelles. J'ai passé mes premières années jusqu'à la guerre de 39 quand ça a bombardé ici en 40 et toute la famille est partie. Mais dans l'exposition, j'ai fait un coin de souvenirs et un paravent particulièrement dédié à ma mère, dont nous tous, frères et sœurs, dont une de mes sœurs qui est ici, et ça me fait bien plaisir, on a des très bons souvenirs de maman. Elle avait une personnalité particulière et je pense que je pique là-dessus. Mais je ne vais pas vous raconter l'exposition, on parle de cinéma ici, non? D'accord. Mais aussi, vous avez, je lisais une de vos interviews dans Positif, vous disiez que parfois vous étiez jaloux des peintres, en tant que cinéaste, parce qu'eux, ils ont parfois la possibilité, dans leur atelier, de prendre du temps, de prendre du recul, de recommencer certaines choses, alors que quand vous êtes sur les tournages, c'est parfois plus difficile de pouvoir recommencer les choses. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous êtes allé vers l'art plastique et vers les expositions à côté du cinéma? Oui et non, parce que les glaneurs, par exemple, j'ai tourné en beaucoup de fois, en retournant justement des gens que j'avais rencontrés, en repartant dans le sud, pour ceux qui fumaient des pommes, en repartant. Et justement, à propos de retourner, c'est bien parce que c'est peut-être trop tôt pour l'annoncer, mais je vais vous parler des conséquences des glaneurs. Moi, j'ai été frappée que ce film que j'ai fait en plusieurs fois, en recommençant, en allant partout, en arrêtant, en montant, en recommençant. J'ai été frappée quand je l'ai montré dans les salles et dans les festivals. Il a été très bien accueilli. Je ne sais pas si vous êtes content de l'avoir vu, mais il y avait en général un accueil formidable. J'ai été même dans des festivals, j'étais applaudie et tout ça. Et chaque fois, je disais, mais en fait, peut-être que j'ai bien filmé, j'ai bien monté, mais vous applaudissez des gens, des vrais gens qui sont dans le film. Et puisque c'est vraiment un documentaire où moi, je suis au service de ce que je filme. C'est pas mes idées particulièrement, c'est pas moi qui leur dis ce qu'ils doivent dire. Je le montre, certes, je prends le meilleur de ce qu'ils ont dit, mais c'est vraiment eux qui sont formidables et ceux qui le décrivent. Alors, j'étais tellement frappée, je me disais, au fond, c'est le sort de beaucoup de documentaires, particulièrement quand on filme des gens en situation précaire. On les filme, on fait un beau film, on va dans les festivals,
Et puis eux, ils sont toujours dans leurs problèmes, dans leur caravane, dans leur misère, ramasser les choses par terre. Et ça m'intriguait beaucoup, j'allais pas dire ça me gênait, mais je disais, il y a quand même quelque chose. J'avais gardé contact avec certains d'entre eux, particulièrement celui qui était dans les marchés, cet extraordinaire type que vous avez vu qui... D'abord, on s'est rencontrés au son du persil, si j'ose dire, parce que j'aimais beaucoup le persil lui aussi, mais quand j'ai su qu'il enseignait, je lui ai demandé si on pouvait aller à une équipe un peu plus sérieuse pour prendre le son et l'image. Et il m'a dit, il faut demander à la Sonacotra, après il faut demander aux Maliens, parce qu'il y en a qui ne veulent pas être filmés. Bon, mais une fois qu'on est tombé d'accord, j'ai filmé son enseignement. J'ai trouvé extraordinaire que ce type qui n'a rien consacre 2 soirées par semaine à enseigner le français aux Maliens qui arrivent en France. Déjà, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire. Son cours est formidable, hein, quand il parle des insectes. J'ai trouvé formidable ce type. Et d'ailleurs, tout le monde l'a retenu. Et donc, lui, je le voyais souvent parce que je retournais à Edgar Quinet. Et toujours, je lui disais, bon, alors, vous voulez pas, Alain, vous voulez venir manger une crêpe avec moi? Non, non, moi, j'ai déjà mangé un fenouil et une poire, ça va, j'ai fini. Et car il est végétarien, il ne mange que des légumes. Et il m'a appris un truc formidable, parce qu'il habite en banlieue, il prend le train sans payer, il se débrouille, et il dit qu'il faut venir tôt pour trouver de bonnes choses. Donc, il arrive vers 5h du matin, 5h30, et il connaît les boulangeries. Certaines, plus que d'autres, sont organisées. Par exemple, rue de Rennes, il y avait une boulangerie, parce que comme les Français veulent manger du pain frais, on jette tout le pain de la veille. Et il y avait un boulanger qui s'arrangeait pour mettre une espèce de papier et mettre sur le dessus les pains qui étaient soi-disant moins frais. Et lui disait comme ça, je choisissais des pains aux céréales, ou bien je faisais mon choix en étant le premier, je choisissais ce qui me plaisait. Donc, tellement de choses que j'ai appris de ce gars, que j'ai vu souvent. Certains d'autres j'ai revus, mais en fait, il y en avait qui étaient dans la région de Senlis, après j'avais été dans le sud, il y avait des gens qui étaient très loin. Mais ça me faisait souci quand même, qu'on ait filmé ces gens et qu'ils soient dans la difficulté. Alors, on allait les voir de temps en temps, on a apporté un poêle à pétrole et du pétrole, mais enfin, une fois qu'on a fait 3-4 trucs, ils sont quand même dans des soucis. Donc, j'ai décidé de faire un film, et c'est ça que vous verrez tout à l'heure, mais j'en parle maintenant, qui s'appelle 2 ans après, car le temps d'aller dans 3-4 festivals, de sortir le film, je me suis dit, il faut les refilmer. Et je suis repartie, vous allez voir que je suis repartie retrouver ces gens que j'avais filmés. Et la plupart du temps, on leur a montré le film. Alors, quelquefois, quand on n'avait pas d'adresse, on le donnait au Secours catholique, à la Croix-Rouge, au Resto du Cœur, voilà. Parce que ces gens-là avaient quelquefois, c'était des DVD à l'époque, c'était des cassettes, des cassettes VHS, et ils avaient presque une possibilité de le montrer. Alors, on a envoyé comme ça des VHS un peu partout, et dans l'ensemble, presque tous ceux qui avaient été filmés ont vu le film. Sauf des introuvables et comme ça. Mais justement, quand j'ai été les chercher, j'ai eu beaucoup de mal à en retrouver certains. Alors, il y en a où j'ai dû aller au milieu de la France et tout ça. Et c'était tellement intéressant, d'une part, de les retrouver, mais quand ils avaient vu le film, leur demander leur opinion, et vous verrez qu'il y a des surprises. Bon, je ne veux pas aller en avance sur ça, mais c'est parce que je voulais dire que faire du documentaire pose quand même un problème. Qu'est-ce qui se passe, les gens qu'on a filmés? S'ils sont bien chez eux dans leur maison, ça va. Mais comme j'ai souvent filmé des squatteurs, des glaneurs, des vagabonds, des gens hors format, justement, des gens marginaux, c'est vrai que on a envie de dire, est-ce que ça les aide qu'on les filme? Ça aide peut-être les gens, les spectateurs, de s'approcher de certaines situations, de les comprendre, d'en apprécier même un certain humour. Mais est-ce que ça les aide, eux? Quelquefois, parce que on porte plus d'attention, parce que beaucoup de gens m'ont dit, après ce film, que comme je soulevais le problème on dit bonjour au facteur, mais est-ce qu'on dit bonjour au monsieur qui ramasse les poubelles? Pas tellement, hein. Alors, j'ai dit des familles qui m'ont dit, ben maintenant, quand ils passent, on sort leur dire bonjour. Je trouve ça sympathique. Ou bien, on fait plus pareil, on fait attention pour jeter. Alors, il y a une conscience quand même maintenant du déchet, du tri et tout ça, du recyclage. Mais vous savez, j'ai fait le film, là, c'est en 2000, hein, il y a quand même 15 ans, 16 ans. Et on ne parlait pas tellement de ça. Mais le coup de chance, c'est que, justement, au musée des enfants, ils faisaient un truc sur les poubelles. Alors, vous avez vu ça, ces gens qui recyclaient les frigidaires en faisant
des constructions dedans, des choses amusantes. C'est-à-dire que c'est pas seulement triste, c'est amusant de mettre le doigt sur tout ce problème de ce qu'on jette, est-ce qu'on le récupère, est-ce qu'on le mange et tout ça. Mais est-ce qu'il y a des questions, vous croyez? J'ai pas entendu le début, mais si je devais refaire le film, est-ce que je ferais pareil? En fonction de la situation actuelle que l'on connaît, si vous deviez le faire en 2016... Mais c'est pas tout à fait le même sujet, les sans-abri qui glanent leur nourriture, que les migrants, si c'est ça que vous parlez, qui est un phénomène relativement récent, dramatique et qui a pris des proportions extraordinaires. C'est pas du tout le même sujet. Je veux dire, il y a heureusement d'ailleurs les actualités maintenant qui sont plutôt très bien faites. On a quand même beaucoup d'informations sur les migrants, sur leur malheur. Il y a même des films qui les suivent depuis la Syrie, tout leur chemin, par où ils passent. Je veux dire, c'est un sujet en soi. Ça n'a pas de rapport parce qu'ils ne sont pas tellement en train de ramasser les poubelles, ils n'ont rien. Alors comme ça, ils n'ont pas tellement l'occasion d'aller dans les villes à la sortie des supermarchés. Vous avez vu le problème des supermarchés qui ne veulent pas, qui mettent de la javel sur ce qu'ils jettent. Tous ces sujets très, très cruels de la société. Si c'était sur le sujet du glanage, on peut le faire aujourd'hui, ça n'a fait qu'empirer. Il y a beaucoup plus de gens qu'avant qui glanent après les marchés, auprès des poubelles, dans la rue. Mais j'avais essayé de traiter le sujet, y compris du point de vue légal. Vous avez vu qu'il y a comme il y a le rat des villes et le rat des champs, il y a l'avocat des villes et l'avocat des champs, qui donne ce que, bizarrement, en France, c'est le seul pays qui a légiféré sur le glanage. Et depuis plusieurs fois. Sur le DVD, on avait fait un petit supplément rigolo parce que, par exemple, il y a eu une époque où on pouvait glaner que si on était pauvre. Alors, il fallait un certificat du curé et d'un notable du village qui disent, oui, ils sont pauvres. Alors, on pouvait glaner. Il y avait aussi un moment, seulement les femmes et les enfants pouvaient glaner, les hommes étaient interdits. Il y a eu des tas de changements dans ce qu'on considérait comme la loi du glanage. Et curieusement, depuis que j'ai fait ce film, alors je crois que ça a encore changé, le mot glanage a disparu des termes légaux, c'est surtout une question d'effraction ou pas. Est-ce qu'on rentre dans un champ qui est fermé ou qui est accessible? Bon. Tout ça pour dire que si je le faisais aujourd'hui, peut-être que la loi est un peu différente, mais les gens qui glanent, ils ne sont pas comme il y a 15 ans, parce que c'est devenu quand même un phénomène dont on parle, c'est devenu quelque chose de clair, qu'il y a des gens qui manquent et qui sont obligés de le trouver. Donc, disons qu'il y a 15 ans, c'était moins clairement, c'était un peu plus original, disons, d'en parler il y a 15 ans, de mettre le doigt là-dessus, que maintenant où c'est, enfin, un peu commun. Et il y a plein de gens, même qui ne sont pas pauvres, et qui vont chercher des fruits qu'on laisse tomber, parce qu'ils font des compotes, comme ça. Il y a même du bon sens à ramasser, c'est pas forcément... Moi, j'ai vu une femme qui m'a dit, mais moi, je glane des fruits, justement, parce que j'aime beaucoup que mes enfants manquent, et on les prend, ils sont un petit peu abîmés, ils sont un petit peu tapés, mais toute ma consommation de fruits, je la ramasse dans les marchés. Donc, et c'était pas une femme pauvre, elle a dit, ça fait juste une économie. Donc, la situation a quand même changé. Quand on commence un film, c'est souvent un sujet, une chose qui dérange, en fait, une chose... Quand j'ai fait Saint-Antoine-Illois, j'avais été frappée qu'il y avait avant des vagabonds garçons, et tout d'un coup, il y avait des vagabonds filles sur les routes. Alors, c'est ça qui m'a intriguée, donc je me suis renseignée, on se renseigne quand même, et c'est devenu un sujet. Et là, c'est vraiment parce que, je vous dis, c'est parce que j'ai vu ces gens, je me suis dit, tiens, et tiens, on n'utilise plus ce mot, mais le glanage qui est très clairement, quand on ramasse ce qui a été jeté par d'autres, quand c'est après la récolte, après c'est devenu une vraie curiosité. J'ai fait au moins 2 mois disons, d'enquête, je pourrais dire journalistique, pour essayer de comprendre qui, quoi, qu'est-ce. Et puis je raconte que c'est tombé bien au moment de ces nouvelles petites caméras, où je me suis dit, tiens, pour approcher des gens en situation précaire, il vaut mieux peut-être venir avec un petit outil, un truc qui a l'air un peu d'un appareil de photo. Et après, c'est devenu vraiment mon projet de faire connaître, surtout de les laisser s'exprimer. C'est vraiment un documentaire, hein, c'est pas moi qui leur ai dit ce qu'ils devaient dire. Et je les ai placés des fois là où ils étaient. Je n'ai pas fait une mise en scène pour qu'ils aient l'air bien, mais leur caravane, tout ça. Quand ils montrent qu'il n'y a pas d'eau, juste un petit robinet, c'est absolument vrai, bien sûr. Et il y a des fois le hasard
si vous voulez, quand d'une chose à l'autre, on nous montre quelque chose. Il y a cette femme dans le Midi qui est tellement drôle, qui explique la différence entre glaner et grappiller, vous savez, entre ce qui monte et ce qui descend. Et elle m'a indiqué des gens, on nous a indiqué des chants qui étaient glanés, on nous a indiqué des gens. C'est-à-dire, on a préparé, et puis après, le hasard nous propose des gens. Donc, le sujet, c'était vraiment de traiter ce problème autant que possible, et dans différents coins de France, parce que j'aime beaucoup quand on se rend compte que l'accent n'est pas le même. Au nord, à l'ouest, au sud. Je trouve que ça donne une idée d'un pays qui a des, comment je dirais, des formes de personnalité très différentes. Et puis il y a des hasards. Vous avez vu qu'une fois on était dans le nord, on voit un brocanteur, il avait un tableau à vendre qui représentait des glaneurs. C'est pas moi qui l'ai... Voilà, on s'est arrêté, j'aurais pu ne pas m'arrêter, on dit, oh, allons voir ça, moi j'aime bien tous les trucs comme ça. Hop, on tombe sur un tableau de glaneur. Donc il y a eu souvent des situations où, par hasard, on a connu des gens et des possibilités de rencontres. Donc, comment je me place? Je me place comme une documentariste, c'est-à-dire, j'essaye de témoigner de choses dont je veux parler, et c'est moi qui le fais, donc c'est pas n'importe quoi, c'est pas un rapport médical ni un rapport social. Donc, j'existe avec mes pensées, avec... Et alors, justement, par exemple, à un moment donné, justement, je dis, oh tiens, j'ai les cheveux blancs, je devrais les filmer. Alors bon, parce que je vais laisser ça. Je me dis, moi, ils sont tellement sincères, je vais bien montrer que moi j'ai aussi quelque chose qui change, mes cheveux. Et puis après, comme je filmais souvent moi-même, et que je suis un peu maladroite, je laissais souvent la caméra ouverte. Alors quand on a vu les rushs, j'avais 10 minutes du bas de mon pantalon et du sol de la voiture, parce que j'avais pas fermé le truc. J'avais 10 minutes d'un sol dans un café, on s'était arrêté. Il y avait un très joli carrelage, mais j'étais debout comme ça, et tac, 10 minutes. Alors j'ai dit au monteur, il faut tout jeter ça quand même, quelle honte. Et puis, le jour où on allait tout jeter, je vois que, après avoir filmé les gens qui vendangent en chantant, là, cette famille qui était sympathique, on repartait vers nos voitures, parce qu'on avait laissé les voitures, le matériel, tout ça. Et je marchais à grands pas avec la caméra que je n'avais pas éteinte. Et donc, vous avez dû voir ça, et tout d'un coup, le bouchon de la caméra qui était au bout d'un petit fil, tac, 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 il danse comme ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, ben, je suis une idiote de ne pas avoir fermé, mais c'est drôlement joli. Et avec un peu de jazz, c'était vraiment bien. Mais avec le monteur, de temps en temps, on se dit, attends, est-ce qu'on peut laisser ça? C'est quand même idiot. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Allez, on l'enlève. Et je parle de mes cheveux blancs, allez, on l'enlève. Alors on l'enlève. Après, on disait, oui, mais au fond, pourquoi pas? Alors on remettait le bouchon qui danse. Bon, c'est-à-dire que dans un montage, il y a quand même un temps. Vous dites, comment vous placez-vous? Je me place que je voudrais raconter des choses, mais je voudrais me faire plaisir aussi. Me faire plaisir parce que c'est rigolo quand quelque chose bouge tout seul. C'est pas que j'ai mis en scène mon bouchon de caméra. C'est qu'il a dansé tout seul. Après, je me suis dit, mais ça fait partie de notre travail. Notre travail fait partie de toucher des instruments qu'on connaît pas bien. Notre travail fait partie des fois de plier les choses, de pas les plier bien, d'être en panne de voiture et tout. Donc, je l'ai laissé. Et ça a été la même chose pour... Après, il y a un hasard formidable. J'étais avec Marjolaine qui conduisait, et moi, je filmais, des fois, à travers la vitre. J'ai filmé des camions que j'adore et tout ça. Et une fois, c'est vrai que là, je peux pas le faire, parce qu'une fois, j'avais vu que j'avais ma caméra dans la main droite, et j'ai voulu cadrer comme ça. Et j'ai vu que je pouvais, avec cette caméra, qui avait un petit écran, je pouvais voir ma main nette et les camions nets. Ah, j'ai dit, c'est rigolo, alors je vais commencer à filmer comme ça. Et puis j'ai dit, tiens, je vais attraper des camions. Alors ça devient un jeu. Ça sert à rien dans l'histoire des glaneurs, hein. J'attrape des camions. Mais c'était plaisant, alors je me suis mis à jouer à attraper des camions. Après, j'en ai attrapé qui avait 2 camions, un camion qui portait des camions. Bon, ça veut dire que je me place comme quelqu'un qui aime tourner. Il y a un bonheur à voir des images, à les capter. Et effectivement, sur le plan du récit sociologique de qu'est-ce que c'est que le glanage, mes cheveux blancs, attraper des camions, ou un chou qui est rose et que j'avais vu dans une ville, n'ont peut-être pas d'intérêt. Mais j'essaye de me placer comme une cinéaste qui a le plaisir de filmer, même sur des sujets très sérieux. Le hasard qui m'a servi, ce monsieur qui s'appelait comment, qui était si drôle, et qui est de la famille Marais, il y avait juste une exposition Marais organisée à Paris. Et
Bon, ça n'a pas de rapport avec le glanage. Ce type a été un génie qui a inventé, enfin, un des inventeurs du cinéma. Ben, puisque ce monsieur avait dit qu'il s'appelait Marais, hop, on est parti à l'exposition Marais. Je pense que c'est intéressant pour ceux qui aiment le cinéma. Et ça n'a pas de rapport avec les glaneurs, vraiment. Donc, je me situe comme quelqu'un qui, pendant qu'elle fait un film sur un sujet que je prends au sérieux, a le plaisir quand même d'être dans sa propre vie, des circonstances, d'une exposition, de gens qu'il rencontre, ou de camions que j'ai aimé attraper. C'est-à-dire qu'il y a le plaisir d'être cinéaste, que je ne veux pas cacher. Oui, Mazel. Vous posez une question, comment on réagit à ça à l'étranger? Alors, au Canada, par exemple, ils ont dit on ne connaît pas le glanage, personne ne glane. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Alors, on sait qu'au Brésil, il y a une telle misère. J'avais presque peur de le montrer là-bas, parce que vous avez vu, il y a eu des cas même de gens qui, près des poubelles, se sont fait même, leur maison était écroulée par des tas de poubelles qui leur tombaient dessus. Donc, suivant les pays, il y a effectivement une réaction de la situation chez eux. En Europe, comme d'une façon générale, ça a intéressé les gens, parce qu'il y a du glanage quand même. Mais c'est comme vous avez raison de dire que j'ai essayé que ce soit une France un peu multiple, je vous ai dit, avec des accents différents et des régions de France différentes. Hein, parce que moi j'aime bien bouger, et puis que c'est pas un sujet que vous faites à un endroit. Le glanage, pour moi, c'était un peu itinérant, et c'est ce qu'on a fait. Et dans 2 ans après, que vous allez le voir, là aussi on a dû bouger pour retrouver les gens. Et pour répondre à madame qui disait comment vous vous placez, mais je me place que j'avais envie de savoir un peu plus sur ces personnes et pas les abandonner. Maintenant, il faudrait. Il y a eu d'ailleurs des documentaires très beaux où on a suivi des gens pendant 10 ans, tous les 50. Vous savez, il y a eu. Je me rappelle plus comment ça s'appelait, mais c'est intéressant aussi de travailler dans la longueur du temps. Mais voilà, j'aurais pu faire tous les 2 ans, essayer de retrouver les mêmes personnes, en trouver d'autres. Bon, en même temps, on s'arrête aussi, on passe à autre chose. Mais à l'étranger, ça a été très bien pris, je crois quand même, comme très intéressant. Il y a eu des réactions des fois intéressantes. Par exemple, une femme, une assistante sociale m'a raconté que elle a montré ce film à beaucoup de gens, et on a dit, mais au fond, c'est pas honteux de glaner. Et elle me dit qu'il y avait des femmes pauvres dans un HLM, tout ça, qui disaient qu'ils n'osaient pas y aller pour pas se faire remarquer. Et cette assistante a organisé des sorties de glanage, parce que quand elles étaient 8 ou 9 ou 10, c'était tout à fait autre chose. Alors, elles allaient glaner en série, et des fois, l'assistante disait, j'appelle un de ces paysans, est-ce qu'on peut venir chez vous? Même, elle le préparait comme ça pour qu'elles ne se sentent pas ni en truc de pauvreté, ni en infraction. Et elle emmenait des équipes comme ça qui allaient ramasser beaucoup de choses, des pommes de terre, des pommes, des fruits, enfin, de maïs. Il y a beaucoup de choses qu'on trouve. Et donc, si vous voulez, il y a donc une réaction de prise de conscience que c'est pas honteux, c'est bien, ça a du sens, et s'ils ramassent pas, tant pis pour eux, etc. Glaneuse d'images voudrait dire que je ramasse ce qui a été jeté. D'ailleurs, il y a 2 Italiens extraordinaires qui font des films, je ne trouve pas leur nom là, mais ils font des films avec des bouts de films jetés qu'ils récupèrent. Alors, c'est-à-dire que ces 2 noms italiens, je ne suis pas très bonne pour les noms, mais ils font un travail magnifique. Moi, je ne peux pas dire que je glane des choses parce qu'elles n'ont pas été jetées par d'autres. Je ne suis pas en train de filmer des gens qui ont été rejetés. On pourrait dire qu'ils sont rejetés par les actualités, peut-être, mais le terme de glanage est très précis pour moi. Alors que je filme à droite, à gauche, que je reste curieuse. La curiosité, si vous voulez, le plaisir de filmer, se mélange. Mais je ne glane pas. Maintenant, on l'emploie couramment. Par exemple, on dit les journalistes ont glané des informations. C'est pas juste, ils n'ont pas glané, ils ont essayé d'aller en chercher. Donc, le terme est parfois mal employé, et très gentiment, on me dit, ah oui, vous êtes glaneuse, glaneuse. Oui, j'ai 2 chaises chez moi, là, que j'ai ramassées dans la rue, et des fois, j'ai trouvé des trucs par terre, et on a fait des expéditions de glanage, surtout pour trouver des patates en forme de cœur, parce qu'on espérait en trouver dans ce qui était resté. Et je connais quand même plein de gens qui font des vraies expéditions de glanage, après le ramassage des fruits, après le ramassage des patates. C'est bien, puisque c'est jeté, c'est bien.
on pourrait dire que vous êtes plutôt une collectionneuse d'images ou de patates en forme de cœur. Oui, ça je les ai collectionnés forcément parce que j'en ai fait des portraits magnifiques comme si c'était les plus belles du monde. Et j'ai fait tout ce triptyque qui est au musée. Pas collectionneuse parce que c'est... Ben, je ne sais pas, oui, je ramasse beaucoup de choses que je trouve et que je regarde ou que je garde. Je dirais pas collectionneuse, je dirais ramasseuse peut-être, mais pas glaneuse. Ou en tout cas, c'est parce que j'essaye de garder le sens exact au mot glanage. Voilà. Cette idée philosophique du peur du rien, c'est pas le cas des gens qui ont rien. C'est-à-dire que ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin de meubles, ils ont besoin de trouver quelque chose. Donc, si vous voulez, c'est pas philosophique, je crois que c'est juste réaliste. Et moi, je sais, par exemple, j'ai fait un film qu'on a beaucoup vu qui s'appelle Saint-Ouen-Illois, mais qui n'est pas du tout un documentaire, qui est une fiction. Mais ce que j'avais fait dire aux gens qui témoignaient, je l'avais aussi écouté, je m'étais renseigné, je voyais bien le point de vue qu'ils avaient sur les vagabonds, je voyais bien ce que dit un maçon, ce que dit un garagiste. Donc, je veux dire, notre métier, même quand on fait de la fiction, c'est de s'intéresser aux autres, c'est d'écouter, c'est de prendre des notes. Donc, le matériau qu'on utilise, c'est la vraie vie des gens. C'est une façon de voir la réalité et ensuite de la réinventer, de la proposer. Mais si vous voulez, pour moi, c'est pas philosophique, c'est la capacité de capter ce que d'autres gens ne voient pas toujours et d'en faire quelque chose. Parce que c'est pas du brut, c'est pas du cinéma brut, c'est pas du cinéma vérité. Parce que le cinéma vérité, il faudrait être là avec 4 caméras pendant 8 jours, filmer tout ce qui se passe. Bon, ça n'existe pas. Donc, de toute façon, on fait des choix, c'est subjectif, c'est vrai ou pas vrai, mais on l'attrape au moment où on l'attrape, c'est vrai à ce moment-là. Et c'est... Donc, moi, j'essaye de faire ce travail, de rendre compte des choses que je vois. Mais comme je l'ai dit, en ayant le plaisir de filmer, parce que je ne me considère pas comme une cinéaste, je ne sais pas, assistante sociale, pas du tout. J'essaye de dire qu'il y a vraiment de la beauté dans des paroles ordinaires, dans des gestes ordinaires. Je ne suis pas la seule à avoir filmé ça. C'est-à-dire, et justement, dans les patates, qui est certainement le légume le plus modeste, le plus ordinaire, le moins célébré, et que, avec l'ensemble des choses que j'ai faites, j'ai arrivé à faire que les patates en forme de cœur sont l'utopie de croire que c'est la beauté du monde. Mais attendez, chacun est seul, s'il n'a pas le désir de filmer, je ne veux pas lui donner. Je veux dire qu'il y a beaucoup, vous savez, quand j'ai commencé, d'abord il y avait beaucoup moins de cinéastes, il n'y en avait presque pas. Ça s'étudiait pas tellement à l'école. Vous vous rendez compte, moi, il y a quand même 60 ans que je fais des films, ça a changé hein, quand même. Et il y a de plus en plus de jeunes gens et de jeunes filles, qu'est-ce qu'ils veulent faire du cinéma? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'audiovisuel? Alors, beaucoup veulent devenir réalisateurs, réalisatrices, et on a tendance à leur dire, mais apprenez aussi à être scénariste, à être producteur, à être ingénieur du son. Moi, j'ai poussé beaucoup de femmes à aborder tous ces métiers, les métiers du cinéma, mais je vois tellement de jeunes qui ont envie de faire du cinéma, et la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de place. Parce qu'il n'y a plus assez de spectateurs, et il y a trop de films. Et nous, en tout cas à Paris, il y a 24 nouveaux films qui sortent chaque mercredi. Ce qui laisse très peu de chance aux films de s'épanouir, d'être vus. Il y a 3 ou 4 qui surnagent et tout le monde y va, et puis les autres sont jetés. Donc, le cinéma est dans une situation, à mon avis, très difficile et très triste pour tous ceux qui sont pleins d'espoir, qui ont envie de faire du cinéma. Et comme ils l'apprennent dans des universités, dans des écoles de cinéma, on est bien obligé de leur donner un peu les structures de ce qu'il faut faire, et tout de suite on leur dit, vous devez faire un film, vous devez faire un court-métrage à la fin du trimestre, et puis un autre à la fin de l'année. Alors, est-ce qu'ils ont le temps, la rêverie nécessaire, l'inspiration nécessaire pour faire quelque chose, ou bien ils se disent, bah, il faut absolument que je le fasse, qu'est-ce que je vais filmer alors? Et moi j'ai vu, même hier, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai vu une école de photos et de vidéos où ils présentaient des projets eux-mêmes. On voit bien que beaucoup de jeunes gens et de jeunes filles ont quelque chose à dire. Ils essayent de s'identifier eux-mêmes, si j'ose dire, avant de se lancer. Et moi, j'essaie de dire qu'il faut être curieux des autres, et que vraiment, si
ils commencent par être curieux, peut-être qu'ils trouveront le désir de partager ce qu'ils ont découvert. Mais le désir de filmer, c'est difficile parce qu'il y a l'envie de faire du cinéma, qui n'est pas la pulsion d'appréhender, de vraiment filmer des gens qui vous intéressent ou qui vous questionnent, ou qui vous intriguent, ou que vous trouvez très beau, ou très particulier, ou très original. Donc, je ne sais pas, ça se transmet pas, ça. Quand on veut faire du cinéma, on va dans une école de cinéma. Je ne sais pas très bien ce qu'on apprend, mais on est au moins dans l'idée qu'on voit des films, qu'on s'inspire de ci et de ça, mais on a presque envie de dire qu'il faudrait partir tout seul, là, pendant 2 mois, et voir qui on rencontre, qu'est-ce qu'on fait. Je ne sais pas, je sais pas, l'enseignement, qu'est-ce que j'allais dire, l'enseignement officiel, il est formidable et en même temps il est limité. Par définition, il est limité. Vous ne pouvez pas avoir 20 personnes dans une classe et leur donner le désir de filmer la même chose. Donc, je ne sais pas, je ne connais rien. Et je ne suis pas un bon exemple parce que je n'ai pas fait d'études. Peut-être un mot sur maintenant 2 ans après. On va retrouver des personnages qu'on a vus dans Les Glaneurs et la Glaneuse, mais c'est aussi un film où vous êtes allé à la rencontre des gens qui ne sont pas dans le film et qui avaient réagi aux Glaneurs et la Glaneuse. Il y a eu beaucoup de réactions, vous avez reçu beaucoup de courriers sur ce film et ça a suscité une certaine curiosité chez vous. Ah oui. J'ai voulu montrer les réactions incroyables que j'ai eues de ce film. Alors, réactions qui m'ont fait plaisir, et il y en a quelques-unes. Je raconte tout ce que j'ai reçu, des cadeaux, des trucs, y compris, je ne sais pas si je le dis, mais dans ma boîte aux lettres, je trouve des pommes de terre en forme de cœur, des fois. Sans nom, sans rien, ou bien on me les envoie empaquetées dans des jolies petites enveloppes et tout ça. C'est-à-dire que ça a créé une réaction très, très affectueuse à mon égard, et j'en étais presque reconnaissante. J'ai reçu même, je crois, un César, je crois. Le film avait le prix IMAT, je me souviens. Hein? Le prix IMAT. Ah, le prix IMAT. Alors c'était un prix en Allemagne. C'était extraordinaire parce que le prix était un truc comme ça. Il y avait 9 casiers. Il y avait de la terre de différents pays d'Europe. Comme c'était beau. Mais au moment où ils m'ont donné le prix, ça pesait 16 kilos. Alors c'est bien donner de la terre, mais bon. Donc il y a eu beaucoup de choses comme ça. J'ai reçu des lettres, des cartes postales. Alors je raconte ça, l'effervescence autour du film. J'allais dire la reconnaissance, l'effet, le succès, j'allais dire. Et puis très vite, je passe au fait que, effectivement, c'est très bien tout ça, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et la deuxième partie du film, et plus franchement, comment, et j'aimerais vous allez rire, comment ils ont réagi au film, et donc certaines critiques tout à fait justes et intéressantes. Et donc, c'est ça, je me rappelle même plus comment ça finit d'ailleurs, mais je sais comment finit le film parce que j'avais trouvé formidable que cette peinture qui représentait des femmes qui courent avant la tempête, quand elles m'ont autorisé à la sortir et à la mettre dans la cour et qu'il y a eu du vent comme ça. Ça c'est ça aussi le plaisir de filmer, qu'il arrive des choses inhabituelles. Déjà des conservateurs de peinture rarement autorisent qu'on les sorte dehors. Elles ont été formidablement gentilles. Et juste pour les sortir dans la tempête, c'est encore mieux. Donc, ça marche avec la chance qu'on a, les occasions qui se présentent, ne pas louper quelque chose qui se présente et qui peut être amusant. Et donc, 2 ans après, étant effectivement en 2 parties, d'abord le succès du film, et je ne vais pas dire que j'en suis honteuse, j'en suis très contente, mais il m'amenait automatiquement à re-questionner qu'est-ce que ça voulait dire d'avoir filmé ces personnes en grande difficulté, en grande précarité pour dire les choses. Et il y en a une qui est formidable, vous verrez, une femme vraiment, j'avais filmé dans les caravanes, vous savez, une série de caravanes là où il n'y avait pas beaucoup, et elle avait gueulé un jour, elle avait crié, j'avais dit, oh là là, je ne vais pas monter ça quand même, la pauvre. Et puis, vous verrez, je la rencontre. Je la vois même pas très bien, au début je la reconnais. Bon, je ne vais pas vous le raconter, vous allez voir, c'est extraordinaire ce qu'elle dit, et comment tout d'un coup, elle recentre elle-même pourquoi on filme et pourquoi on doit raconter certaines choses et pourquoi il faut donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et ça, c'est vrai que, vous comprenez, moi j'ai fait un autre travail sur les veuves, je dis toujours, on ne donne jamais la parole aux veuves parce que tout le monde dit que les veuves sont enquiquineuses. Et en fait, j'ai jamais vu un documentaire sur les veuves. J'ai vu beaucoup sur les chômeurs, sur les étudiants, sur les ouvriers, sur les
paysans, j'ai vu des quantités de documentaires. J'en avais jamais vu sur les veuves. C'est une catégorie qu'on qu'on met de côté. Donc là aussi, je n'avais pas entendu des gens traiter vraiment le problème du glanage. Donc, c'est pas qu'on veut être original, mais autant traiter des sujets qui n'ont pas été spécialement abordés, qui sont intéressants. Et vous avez dit des personnages, mais ce sont des personnes. Et ce sont des personnes qui m'ont impressionné. Moi, j'ai énormément appris en faisant ce film. Mais énormément. Sur eux, sur la société, sur la façon d'être mise en face de situations et comment les gens en parlent. Donc le documentaire, c'est une école de vie, mais c'est une école de modestie. Hein. On se trouve en face de choses où, même si on s'amuse à filmer à droite et à gauche, on se trouve en face de personnes et de situations qui sont intéressantes à comprendre et surtout à partager. Moi, je sais que beaucoup de gens ont vu ce film. Beaucoup de gens, et surtout des jeunes qui s'intéressent. Ça a été utilisé même pour des réunions sur l'intermondialisme et tous ces trucs-là, et le recyclage, et la situation du gâchis. Donc, le film, à part que j'ai aimé le faire et j'ai rencontré des gens vraiment intéressants, c'est un film qui permet d'ouvrir des conversations et des débats. Alors tant mieux si ça peut être utilisé, pas seulement comme mon film, mais comme un matériau de conversation, de réflexion. Il y a encore l'exposition, vous pouvez voir au musée d'Ixelles. Et puis, à partir du mois de mars, il y a 4 films d'Agnès Varda qui sont au programme ici au Studio 5. La Pointe Courte, Lions, Love and Lies, Le Bonheur, avec Jean-Claude Drouot, et L'Univers de Jacques Demy. Voilà. Ben, merci de montrer mes films. Oui, moi, ça me fait plaisir. C'est un honneur. Parce qu'on les fait pour qu'ils soient montrés. Et les cinémathèques font un travail formidable partout dans le monde. Quand les films ne marchent pas, parce que ces films-là, la plupart du temps, ne font pas d'argent, ne font pas de réussite commerciale. Et grâce aux cinémathèques, aux ciné-clubs, aux cinéphiles, on finit par avoir les films qui circulent, qui sont montrés. Évidemment, ça me fait plaisir. Merci à tous. Merci à vous. Oh,